On aurait pu se dire que le marché du smartphone était ennuyant, mais en vrai, l'année 2025 est un vrai tournant. D'un côté, on a Android 16 avec Material 3 expressif, et de l'autre côté, on a iOS 26 avec Liquid Glass. Apple et Google ont choisi 2025 pour révolutionner leur interface. Bon, révolutionner, en tout cas, peaufiner leur interface, ça c'est sûr. Et franchement, pour avoir passé 2 mois sur chaque OS, il y a beaucoup de choses à dire, du coup on va en parler. Commençons par iOS 26, c'est quand même le gros morceau. Et surtout avec Liquid Glass. Alors je vais pas forcément rentrer dans tous les détails de Liquid Glass parce que vous en avez sans doute entendu beaucoup parler. Et d'ailleurs certainement que vous en débattez pas mal avec vos amis maintenant que c'est disponible. En gros, l'interface, elle semble un peu plus organique. Elle réagit un petit peu plus à ce que vous faites dessus. Les icônes deviennent transparentes et se fondent avec le fond d'écran. Il y a de la réfraction de lumière, de la réflexion de lumière. C'est beau, c'est fluide et forcément, ça fait débat. Personnellement, j'ai été très surpris qu'Apple choisisse ce parti pris parce que d'habitude, il y a assez peu de rupture dans les stratégies d'Apple. Apple, on peut dire qu'ils sont assez conservateurs. Quand ils prennent des risques, les risques sont mesurés. Et cette fois-ci, avec Liquid Glass, on peut dire qu'il y a beaucoup de risques. C'est ce qu'on peut appeler une vraie rupture. Alors fondamentalement, ça ne change pas la façon dont vous utilisez votre iPhone, mais on a l'impression d'avoir presque un nouveau smartphone en ayant juste fait une mise à jour logicielle. Et ça, c'est assez magique. Passons à Android 16 et à Material 3 expressif. Material 3, c'est l'organisation parfaite. Tout est dans des conteneurs, des pilules, il y a une hiérarchie visuelle, en gros tout est en ordre. Ici on peut pas parler de rupture, on est vraiment dans la continuité. Google s'est posé sur les détails, a peaufiné son interface, tout semble plus cohérent. Et franchement, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est la cohérence de ce système. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on reprochait souvent à Android. Et souvent, quand vous interrogiez vos amis sur iPhone, ils disaient « Moi j'aime bien sur iPhone, tout est cohérent, tout est là à la bonne place. » Et ce que je peux vous dire avec Material 3 expressif, c'est que lorsque vous cherchez quelque chose dans le système, vous le trouverez toujours au bon endroit. C'est moins bling bling qu'iOS 26, mais c'est plus lisible, c'est plus pratique au quotidien. Vous l'aurez compris, Material expressif gagne sur le côté pratique et lisibilité, alors que iOS 26, on a un peu le côté wow effect, on gagne beaucoup en profondeur dans le système. Et avant de parler des grosses nouveautés, je voulais vous parler de 2 petites astuces, et d'ailleurs restez jusqu'à la fin parce que des astuces, j'en ai plein. Sur iOS 26, si vous pensez que Liquid Glass c'est too much, et je peux le comprendre, vous allez dans Accessibilité, ensuite dans Affichage, taille du texte, et là vous avez une option qui s'appelle Réduire la transparence. Vous l'activez, et je peux vous montrer avant, vous voyez, et après. En fait, le contraste est un peu plus important, et du coup on perd un peu en profondeur, mais je trouve qu'on gagne en lisibilité. Mais moi j'aime beaucoup Liquid Glass, donc je vais désactiver l'option. Pour Android 16, c'est une option que je donne à tout le monde, sur toutes les interfaces et toutes les versions d'Android. Donc, quel que soit votre téléphone Android, vous allez pouvoir utiliser cette option. La première, c'est d'activer les options développeurs. Et ça, c'est très simple. Et vous allez voir, vous ne prenez aucun risque. Vous allez dans le système, dans à propos, ça dépend de quelle interface vous avez, mais vous aurez toujours cette ligne qui s'appelle numéro de build. Et là, vous faites plein de clics. Donc là, il écrit inutile, vous êtes déjà développeur parce que j'ai déjà fait. Mais vous allez voir qu'en cliquant plusieurs fois sur le numéro de build, vous allez pouvoir activer les options de développeur. Une fois que vous avez activé les options de développeur, rendez-vous donc dans les options de développeur. Sur le Pixel 10 Pro, c'est dans système et après options pour les développeurs. Et là, vous allez avoir plein d'options. Mais celle que vous avez sur tous les systèmes, c'est celle-ci. Plus bas, dans animation, dans tracé, animation. Donc dans tracé, vous allez avoir 3 options qui s'appellent échelle d'animation de fenêtre, échelle d'animation des transitions et échelle de durée d'animation. Par défaut, c'est sur x1. Moi, je vous conseille de le passer en x0.5. Vous aurez toujours les jolies transitions, mais tout va être beaucoup plus fluide. Vous allez avoir l'impression d'avoir un téléphone plus rapide. A l'inverse, si vous pensez que tout est trop rapide, vous pouvez évidemment augmenter la durée des transitions, mais là, à l'inverse, c'est pas... Et si vraiment les transitions, c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, vous pouvez carrément désactiver toutes ces animations. Et en fait, vous pouvez choisir de les faire soit pour les transitions, soit pour les fenêtres, soit pour les animations. Ça, quand même, ça offre une belle liberté de personnalisation. Forcément, je vais vous parler d'un peu plus de nouveautés sur iPhone, tout simplement parce que Apple a l'habitude de faire sa mise à jour annuelle et de mettre toutes ces nouveautés dans cette mise à jour annuelle. Alors que côté Android, c'est un peu plus parsemé. On a la mise à jour annuelle, on a des mises à jour d'applications, on a aussi des drops features chez Google plusieurs fois par an, et en plus, on peut avoir des fois des petites surprises
qui sont déployés en fonction des annonces de Google, mais aussi des partenaires de Google. Donc forcément, on va parler un peu plus d'iOS 26 à partir de maintenant. Vous avez peut-être déjà regardé le top des meilleures fonctionnalités d'iOS 26 et je suis sûr que je vais vous parler d'une fonctionnalité dont vous n'avez jamais entendu parler. iOS 26 permet de faire un contrôle facial de l'interface. Grâce au suivi du visage, vous allez pouvoir activer et personnaliser complètement cette interaction, c'est-à-dire que en fonction de comment je bouge le visage, c'est vraiment un contrôle facial complet. Vous allez pouvoir naviguer dans l'iPhone en bougeant la tête, en faisant des expressions avec le visage et même lancer des applications que vous aurez évidemment configurées. Et pour le coup, on est vraiment à l'antithèse de l'expérience iOS et que vous pouvez tout personnaliser. Ce qui a été pensé comme une fonction d'accessibilité pour les personnes qui ont besoin devient une fonction très cool pour tout le monde. Et évidemment, je vais vous donner le meilleur exemple, mais le fait de pouvoir scroller automatiquement sur TikTok ou Instagram quand vous êtes dans le lit sans bouger les mains, bah forcément, c'est peut-être quelque chose qui va vous amuser. Moi, personnellement, je m'en sers le soir quand je suis couché. Mais la vraie révolution, c'est le filtrage d'appels. Et ça, c'est un sujet qui est récurrent. On a tous du spam téléphonique sur notre téléphone. On a tous, même pas seulement, on n'aime pas décrocher le téléphone. On est dans une génération où on n'aime pas passer du temps au téléphone. Et désormais, Apple n'a pas attendu qu'il y ait des règles pour bloquer ces appels. Ils ont mis en place une fonction pour vraiment limiter et filtrer tous ces appels indésirables. Vous allez dans téléphone, hop, jusqu'à téléphone. Et là, en scrollant vers le bas, vous aurez plein de nouvelles options qui s'appellent filtrer les correspondants inconnus. Celle qui est vraiment bien, c'est demander le motif de l'appel. Et on va vous faire une petite démo avec Robin, vous allez voir comment ça marche et c'est vraiment bluffant. Donc là, je vais simuler l'appel d'un numéro inconnu vers mon téléphone. Enregistrez votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Donc ça n'a pas sonné et donc là, je vais pouvoir laisser un message. Je suis un livreur, je suis en bas de l'immeuble. En temps réel, on voit qu'en fait, le message a été retransmis directement en texte sur l'iPhone. Je suis capable du coup de savoir s'il faut décrocher ou tout simplement arrêter l'appel. Il me faut plus d'informations. Cette personne a dit « Il me faut plus d'informations ». Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. J'ai un énorme colis à vous livrer et je n'ai pas de temps à perdre. Et la retranscription du texte est vraiment nickel. Là, pour le coup, comme vous avez pu le voir, on a une fonction qui est très pratique parce qu'elle permet de filtrer les appels, pas simplement les rejeter, ça vous pouvez le faire dans les options, mais là vous allez pouvoir intelligemment les trier. L'idée est de rejeter le spam et de pouvoir décrocher ou donner l'information utile quand vous en avez besoin. Alors moi, ça fait 3 mois que j'utilise cette fonction et ça peut être un peu étrange pour les autres, mais là imaginez que des millions de gens vont avoir cette option activée sur leur iPhone, et donc forcément on va s'y habituer. Et donc pour la petite information, les Pixels proposent ça depuis plusieurs années, mais iOS a 2 avantages, c'est qu'il y a un peu plus d'options, et surtout la voix est beaucoup moins robotique, c'est beaucoup plus naturel. Cette qualité de la voix participe vraiment à l'expérience et fait que la fonction est une vraie réussite. Pour moi, elle va vraiment devenir indispensable. Une des petites fonctions qui améliore le quotidien, c'est dans Apple Music, et ça ne fonctionne que dans Apple Music, c'est l'automix. Cette automix permet d'améliorer la transition entre les musiques. Alors c'est comme si vous aviez un petit DJ dans le téléphone. Le résultat dépend évidemment de la musique que vous écoutez, mais ça rend tout ça beaucoup plus naturel, que vous soyez dans la voiture ou lorsque vous avez le casque sur les oreilles. Alors nous on l'a essayé, on n'a pas été méga impressionné, on sent qu'il y a une différence, mais ça dépend peut-être de la musique que vous écoutez. Il y a une autre fonction qui existe déjà sur les Pixels, mais bon, on parle d'Apple, et qui s'appelle l'Adaptative Power. En gros, c'est un mode d'économie d'énergie que vous n'avez pas besoin d'activer. Il est tout le temps activé sur l'appareil, et il va permettre de peaufiner l'utilisation du système et la gestion de la batterie. Donc c'est un optimiseur d'énergie en arrière-plan, et contrairement au mode d'économie d'énergie, en fait, il est transparent. On le ressent pas au quotidien lorsqu'on utilise des applications ou des jeux. On n'a pas l'impression que le téléphone devient moins fluide, et c'est ça la force de ce système. Il va réduire la luminosité, il va mieux gérer les applications en arrière-plan, peut-être les couper lorsque vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie. Et tout ça se fait, comme je l'ai expliqué, de façon hyper transparente. Et petit bonus qui va plaire aux geeks, et moi forcément je suis hyper content, c'est que Apple a enfin fait évoluer
sa fonction de la gestion de la batterie. Dans batterie, vous avez désormais plein de comparatifs qui vous permettent de comparer le niveau de batterie à des jours précédents. Et en fait, l'objectif de ces réglages, c'est de pouvoir mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous avez moins de batterie, pour forcément peut-être changer quelque chose qui ne peut pas être changé par le système automatiquement. Ça peut être de désinstaller une application, ça peut être de désactiver une fonction utilisée par une application comme la localisation qui n'est pas forcément nécessaire à toutes les applications. Et donc là, très rapidement, je peux être capable de savoir que j'ai utilisé par exemple à peu près aujourd'hui mon téléphone normalement, mais que en allant dans les détails, je vais pouvoir voir si tel usage, telle application en fait est anormalement trop consommatrice d'énergie aujourd'hui. C'est vraiment des données qui sont largement pas indispensables, néanmoins ils vous permettent de mieux comprendre vos habitudes de consommation. C'est le genre des détails que Android avait depuis des années et qu'Apple a décidé enfin d'implémenter. Forcément, comme j'ai expliqué, sur Android 16 il va y avoir beaucoup moins de grosses nouveautés. Il y a quand même des petites choses qui m'ont marqué. Et une des fonctionnalités qui peut être très pratique, c'est qu'on peut aujourd'hui utiliser son téléphone Android comme source audio et envoyer le signal à plusieurs appareils Bluetooth en même temps. Et donc ça, avec vos amis ou votre famille, ça peut être très cool de pouvoir partager par exemple une chanson ou un film dans l'avion sans avoir à synchroniser plusieurs appareils en même temps. Au lieu de lancer vos deux téléphones en même temps et d'appuyer sur play en même temps comme n'importe quel amoureux le ferait dans l'avion, vous pouvez utiliser la même tablette et chacun avec son casque Bluetooth peut écouter le film. Mais comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup moins de nouveautés sur Android 16 parce qu'en fait, il y a déjà un rythme de mise à jour qui est différent et surtout, il y a une fragmentation. Alors, on ne parle pas de la fragmentation logicielle. Une application, un jeu fonctionnera de la même façon sur un Honor, un Google ou un Samsung. Ça, il n'y a pas de souci, même si vous êtes sur Android 15 ou 16 ou 14, là ça va. On ne parle pas de fragmentation logicielle. On parle de fragmentation dans les nouveautés. C'est-à-dire que Google Pixel livre son Android 16 avec Material 3 expressif, mais Google, Honor, OnePlus, Xiaomi, ils prennent ce qu'ils veulent d'Android 16, à part évidemment ce qui est indispensable à prendre, et après ils rajoutent ce qu'ils veulent dans chaque nouveauté. Et de plus en plus, chaque année qui arrive, vous allez voir qu'il y a une vraie différenciation entre les interfaces Android. One UI, vraiment très différent de l'interface Material 3 expressive Android 16. Et forcément, du coup, c'est compliqué de vous parler des nouveautés d'Android 16 avec un Pixel 10 Pro ou des astuces qu'on peut avoir lorsque vous avez dans la main un Honor, un Xiaomi ou un Samsung. On a d'ailleurs des vidéos dédiées à One UI, on en fera sans doute pour HyperOS sur Xiaomi. Dites-nous si ça vous intéresse en commentaire parce que là il y a une grosse mise à jour HyperOS 3 qui arrive. En gros, chaque constructeur fait ce qu'il veut. C'est la force d'Android, c'est ce côté liberté, ce côté personnalisation, mais c'est aussi la faiblesse de système. Si vous passez d'un téléphone Samsung à un Pixel 10 Pro, bah il y a pas mal de choses que vous allez devoir réapprendre. Vous aurez des fonctionnalités qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Et typiquement, par exemple, le filtrage d'appel pour le spam, bah, vous l'aurez peut-être pas sur votre Xiaomi. Donc si vous êtes habitué à l'avoir sur votre Pixel 10 Pro, bah, c'est quelque chose à considérer. Il faut bien regarder les nouveautés et les fonctions qui vous intéressent, alors que sur un iPhone, bah, un iPhone, ça reste un iPhone. Par contre, ce qui unifie tous ces modèles Android, toutes ces interfaces Android, bah, en fait, c'est Google. Et Google, malgré tout, impose des choses à chaque constructeur. Et c'est le cas de Google Gemini. La force de Google Gemini, c'est qu'aujourd'hui, c'est incomparable avec Apple Intelligence ou Siri. On a vraiment une intelligence artificielle qui est utile et qui est fonctionnelle. Je peux vous donner un usage très puissant et qu'on évoque depuis plus d'1 an. Identifie les meilleures pizzerias autour de moi et envoie la liste à Omar. Bah, typiquement, il va utiliser Google Maps. Il va faire le tour des pizzerias autour de moi en recherchant les avis. Et ensuite, il va créer un message grâce à Gemini et il va proposer de l'envoyer automatiquement à Omar juste en confirmant l'envoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on évoque depuis le début d'année avec le Galaxy S25, mais qui est fonctionnel sur tous les téléphones Android aujourd'hui. Et ça, vous pouvez le faire avec beaucoup d'applications différentes, Google Agenda, ou lorsque vous prenez une note, vous allez pouvoir interagir avec les applications directement. Et ça, c'est un des exemples de la force de Google Gemini sur Android. Un autre exemple des fonctions que vous retrouvez, quel que soit votre modèle de téléphone ou votre marque, c'est Quick Share. Aujourd'hui, vous pouvez partager un fichier entre différents téléphones Android. Vous allez pouvoir le faire avec un PC et bientôt vous pourrez même le faire avec un Mac ou avec un téléphone sous iOS. Et donc là, Google va proposer une fonction AirDrop qui fonctionne partout sans être obligé, par exemple par l'Europe, de le faire.
Petit clin d'œil à Apple qui va forcément devoir ouvrir un jour AirDrop. Mais ça, on verra. Bon, j'ai encore deux petites astuces, une pour Android, une pour iPhone, et j'en ai une pour les pixels. Lorsque vous allez dans fond d'écran et style, vous allez pouvoir accéder à une fonction qui s'appelle le Wallpaper Studio. Et peut-être que vous n'avez pas eu le courage de cliquer dessus, moi je vous encourage de cliquer dessus. Vous sélectionnez vos photos. Par exemple, je vais prendre ce magnifique oiseau que Robin a pris en photo. Et là, en fait, vous allez avoir tout un menu qui va vous permettre de faire des choses très créatives. Là, vous avez un habillage avec différentes formes. Vous pouvez modifier la couleur. Donc c'est très réussi, il a automatiquement découpé la tête de l'oiseau autour. Vous allez pouvoir aussi le mixer avec la météo. Donc soit vous prenez la météo locale, donc en fonction de là où vous êtes, vous allez avoir des effets qui vont être créés sur la photo. Donc, par exemple la brume. Et vous pouvez intensifier l'effet. Par exemple, lorsqu'on met la neige, ça va même rajouter un peu de neige sur la tête de l'oiseau. Et ça marche avec beaucoup de personnes ou d'animaux différents. Et celle qui marche pas mal, c'est la fonction cinématique qui peut ajouter des effets et des mouvements 3D à votre photo. Et cette fonction, elle marche très bien parce qu'elle utilise les données liées, je pense, au gyroscope ou à la boussole, ou à tout ça en tout cas, pour pouvoir créer de la profondeur et du mouvement. Et donc en fonction de l'inclinaison du téléphone ou de votre regard, vous allez pouvoir créer, regardez ces effets de profondeur qu'on voit un petit peu sur l'oiseau là. Et il faut savoir que l'iPhone propose la même chose. Sur iOS 26, vous avez ce qui s'appelle l'écran de verrouillage dynamique. C'est peut-être une fonction que vous avez déjà vue mais pas forcément utilisée. Lorsque vous allez configurer un nouveau écran de déverrouillage, vous avez photo aléatoire. Et donc là, vous pouvez laisser le système sélectionner en fonction de vos goûts, des photos de personnes, d'animaux, de nature ou de ville. Il va ajuster tous les paramètres autour de ces fonds d'écran. Par exemple, la taille dynamique de l'horloge. Et surtout, moi ce que je trouve très cool, c'est que vous pouvez avoir un impact sur la fréquence de changement. Donc c'est pas simplement le fond d'écran qui change, c'est l'ensemble du style. Et donc ça donne un côté un petit peu aléatoire. Et je trouve que, alors, pour avoir testé beaucoup de téléphones Xiaomi et Honor, vous avez ce type de fonction qui changeait le fond d'écran. Mais là, on gagne un peu plus en cohérence et on a un petit peu ce côté de découverte de son iPhone lorsqu'on prend en main en disant « Ah bah, c'est cool de redécouvrir cette photo complètement intégrée en fond d'écran ». Pour moi, c'est un petit générateur de sourire. Lorsqu'on sort son téléphone, on peut avoir une bonne surprise. Donc forcément, dans la vidéo, vous voulez qu'à un moment je parle du gagnant entre iOS 26 et Android 16 ? En réalité, c'est impossible. Comme vous avez vu, c'est deux systèmes qui sont très matures. Les fonctions sont très complètes. Ils ont encore une certaine... cultivent encore des différences entre les deux systèmes. Mais la réalité des choses, c'est que d'année après année, les deux systèmes convergent. Les deux se copient, les deux s'inspirent, et lorsqu'on a une bonne idée à gauche, on la retrouve à droite, et inversement. Et d'ailleurs, c'est peut-être la chance d'Android, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de switcher d'iOS à Android. Déjà parce que l'Union Européenne est en train de faciliter ce passage entre deux plateformes. Je peux vous citer par exemple l'arrivée du RCS, qui permet de diminuer la stratégie, la tactique iMessage sur iOS, c'est quand même une fonction puissante de fidélisation. Ou par exemple l'USB-C qui a été imposé sur les iPhones et qui permet aujourd'hui d'utiliser plus facilement des accessoires entre iPhone et Android. Et ça, c'est que le début des fonctions qui vont devoir être harmonisées entre les deux plateformes. Ensuite, parce que cette année, et c'était déjà le cas des années précédentes, mais encore plus cette année, le Pixel 10 Pro est vraiment un appareil qui est idéal pour ceux qui étaient habitués à iOS mais qui veulent quelque chose de différent. On trouve un appareil qui est très identique sur les caractéristiques et les fonctionnalités. Je peux vous citer l'exemple de MagSafe, qui aujourd'hui utilise les mêmes technologies que l'iPhone. Vous allez donc pouvoir utiliser les mêmes accessoires dans le même cas d'usage. Mais en vrai, toute la stratégie de Google est de séduire tous ces utilisateurs d'iPhone et surtout cette jeune génération d'iPhone aux États-Unis, de passer d'un iPhone à Android. Et leur arme, c'est le Pixel 10 Pro avec Material 3 Expressive et avec toute cette nouvelle fonction d'intelligence artificielle qui, pour le coup, permet à Android d'avoir une longueur d'avance sur iOS. Dites-moi en commentaire quelle approche vous préférez, quel design vous préférez, quelle philosophie vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner si ce genre de comparatif vous plaît. Laissez un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.